Hello tout le monde, ici votre docteur. J'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé. Moi, ça va, je vous retrouve avec plaisir pour cette nouvelle vidéo. Et comme convenu, aujourd'hui, je réponds à vos questions. Donc, pour mémoire, dans la précédente vidéo, je vous avais demandé de me dire dans les commentaires de cette vidéo-là, donc, si vous aviez des questions concernant la médecine en général, des problèmes de santé, vous concernant ou concernant un de vos proches. Donc, voilà, j'ai eu envie de vous donner la parole et c'est donc à ces questions-là que je vais répondre aujourd'hui. Donc, merci pour les questions. Vraiment, il y en avait qui étaient toutes très intéressantes les unes des autres, hein. Il y en avait même qui, à elles seules, pouvaient faire l'objet d'une vidéo entière. Donc, vraiment, c'était intéressant. Et merci aussi pour ceux qui n'avaient pas de questions, ceux et celles qui n'avaient pas de questions, mais qui ont tenu à m'envoyer un message, un commentaire juste pour m'encourager. Franchement, le but a été atteint parce que vous m'avez bien encouragé. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et alors, avant que je n'oublie aussi, il y a des personnes qui m'ont envoyé des commentaires pour lesquels j'ai reçu la notification sur YouTube. Donc, mais quand je clique sur la notification, je ne vois pas de commentaires en bas de la vidéo. Il y a trois personnes comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, moi personnellement, dans mes préférences, enfin, dans mes paramètres de commentaires, j'autorise toujours tous les commentaires, je n'en supprime aucun. Mais je me demande si YouTube peut-être supprime des commentaires en fonction des mots que vous mettez dans vos commentaires, je ne sais pas. S'il y a quelqu'un qui est spécialisé dans YouTube, dans les abonnés, et qui a une idée de pourquoi est-ce que certains commentaires sont supprimés, je suis preneuse. Donc, il y avait trois personnes. Je vais donner les pseudos, hein. Donc, il y avait un, c'était My Double Live. Il y avait un, c'était Jeune Conscient. Et une autre, c'était The Best CEDEX. Donc, vraiment, je n'ai pas pu voir vos commentaires. Donc, désolé. N'hésitez pas à me les remettre dans la vidéo ou à m'envoyer un SMS, pas un SMS, un message sur les réseaux sociaux et je vous répondrai dès que possible. Voilà. Donc, alors aujourd'hui, on est jeudi quand j'enregistre la vidéo. Donc, s'il y a des commentaires qui arrivent après, je répondrai directement dans les commentaires dès que possible. D'accord? Allez, let's go. Alors, première question donc de Gaëlle qui m'écrit depuis Paris et qui me demande ce que je pense de l'épilation, en particulier l'épilation du maillot, à quelle fréquence faut la faire. Ce que je pense de l'épilation, eh bien, je pense bien. C'est bien, j'ai aucun problème avec l'épilation. Il faut juste trouver la bonne méthode qui nous convienne. Et donc, quand je dis qui nous convienne, c'est surtout qui minimise l'apparition des poils incarnés, qui minimise l'apparition des boutons, qui minimise l'apparition de folliculites, vous savez, l'infection de la base du poil. Voilà, c'est tout. Mais sinon, en termes de méthode, alors, celle que je déconseille, justement à cause des problèmes de poils incarnés et tout ça, c'est vraiment l'épilation manuelle, au rasoir manuel, hein. Vous savez, les rasoirs avec les lames là. Ça, je déconseille vivement. C'est pareil chez les hommes, hein, pour la barbe. C'est quelque chose qu'on déconseille parce que ça, parmi les méthodes d'épilation, c'est vraiment celle qui apporte le plus de poils incarnés, de boutons, etc. Donc, je déconseille. Si j'ai une préférence, moi, même si ce n'est pas celle que j'utilise parce que je suis douillette, c'est l'épilation à la cire. Parce que déjà, le fait que ce soit fait en institut, c'est quand même fait par des spécialistes qui respectent des normes d'hygiène, de sécurité et tout ça. Donc, ça minimise quand même le risque d'infection. L'épilation à la cire aussi, c'est celle dans les épilations dites transitoires, donc pas l'épilation définitive. Dans les épilations transitoires, c'est vraiment l'épilation qui dure le plus longtemps. Donc, vous êtes tranquille pendant 3, 4 bonnes semaines. Voilà, globalement, moi, l'épilation, c'est bien. L'épilation, c'est bien. Et puis, ceux et celles qui ne s'épilent pas, bien sûr, qui choisissent de garder leur poil, il n'y a pas de problème avec ça aussi. Voilà. Donc, alors, à quelle fréquence il faut le faire? Bah, ça dépend de la méthode que tu choisis. Il y a une bonne dizaine de méthodes d'épilation, hein. Il y en a qui sont plus connues, d'autres moins. Mais c'est clair qu'en fonction de la méthode que tu vas utiliser, si c'est par exemple la cire, tu as 3 à 4 bonnes semaines avant que ça ne repousse. Si c'est la crème dépilatoire, ça va repousser au bout d'une semaine. Donc, la fréquence dépend de la méthode que tu choisis. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Ce qui est très important, vraiment, c'est les soins qu'on fait derrière l'épilation. Toutes les méthodes, en fait, hein, sont susceptibles de donner des boutons, etc. Mais c'est vraiment le soin qu'on fait derrière, hein, l'épilation. C'est-à-dire, il faut que ce soit propre. Il faut que, voilà, que vous fassiez des gommages derrière voilà, pour lisser la peau afin que quand le poil repousse, que ça repousse aisément, que ça ne se perde pas en surface et que ça fasse des poils incarnés. Justement, dans le gommage, c'est important derrière. Appliquer une crème douce ou alors de la poudre pour que la peau soit douce. Voilà, c'est vraiment les soins qu'il y a derrière qui sont surtout importants. Voilà, Gaëlle, j'espère avoir répondu à ta question. Deuxième question de Lady Joe.
C'est quoi la cause des abcès et en particulier les abcès au niveau des aisselles? Bon, on reste un peu dans l'épilation. Alors, les abcès, en général, c'est la complication d'une petite plaie qui s'est formée au niveau de la peau. Donc, une petite plaie qui s'est surinfectée, soit par des bactéries qui viennent de l'extérieur, soit par des bactéries qui sont au niveau de notre propre peau. Souvent, même, c'est le cas. Et donc, voilà, ça se surinfecte, ça fait du pus, ça se collecte et donc ça fait un abcès. Et en particulier au niveau des aisselles, très souvent, ça part d'une folliculite, donc de l'infection de la base du poil. Donc, très souvent, ça part de là. D'où, comme je disais aussi, vraiment l'importance d'avoir une asepsie irréprochable quand on s'épile. C'est un geste qui paraît anodin, mais vraiment, il faut vraiment avoir une bonne asepsie derrière. Voilà. Après, il y a aussi la maladie de Verneuil. La maladie de Verneuil, c'est une maladie qui, heureusement, n'est pas très, très fréquente, n'est pas rare non plus. J'en ai 2 dans ma patientèle. Les gens qui ont cette maladie-là, ils font des abcès de façon spontanée et de façon très récurrente. On ne connaît pas la cause. Vraiment, c'est vraiment une maladie qui est pénible parce que, en plus, les antibiotiques en général ne sont pas efficaces. Donc, c'est vraiment des abcès qui nécessitent de passer au bloc pour qu'on puisse ouvrir l'abcès, vider l'abcès avant de mettre des antibiotiques. Donc, c'est vraiment pénible, mais on ne sait vraiment pas à quoi c'est dû, cette maladie-là. Parfois, il y a eu des cas familiaux, donc on pense qu'il y a peut-être une part de génétique, mais vraiment, c'est des hypothèses, quoi. C'est une maladie comme ça, quand vous avez ça, malheureusement, vous attendez un peu l'abcès qui arrive et puis on ouvre, quoi, malheureusement. Mais sinon, les autres abcès cutanés, en général, c'est une surinfection d'une plaie qui a été ouverte. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question, Lady Jo. Alors, une question de Toti de Paris. Alors, ça, c'est une question sur le virus HTLV1. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle jamais? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas aux femmes qui sont enceintes alors que c'est un virus qui touche beaucoup de femmes africaines? Alors, effectivement, on n'en parle pas. Et pour être tout honnête avec toi, je ne connaissais pas ce virus. Donc, c'est virus HTLV1. J'en avais jamais entendu parler. Donc, je suis allée me documenter un peu sur Internet et j'ai compris pourquoi je n'en avais pas entendu parler. Parce qu'en fait, c'est un virus qui n'a pas de foyer endémique en France métropolitaine. Donc, moi, je les ai en France, ni en Europe d'ailleurs. Les foyers endémiques, c'est le Japon, l'Afrique, comme tu l'as dit, l'Amérique latine et les Caraïbes. C'est surtout dans ces zones-là que ce virus sévit. Et donc, comme ça ne sévit pas, ou alors peut-être c'est rare en France, c'est quelque chose dont on ne parle pas effectivement, comme tu dis. Mais c'est vrai que ça vaut le coup parce que donc, de mes recherches, c'est un virus qui se transmet un peu comme le VIH. D'ailleurs, les chercheurs l'appellent un peu cousin du VIH. Donc, ça se transmet par voie sexuelle, ça se transmet de la mère à l'enfant pendant la grossesse, l'accouchement et surtout pendant l'allaitement. Donc, c'est vrai que s'il y a des femmes qui séjournent dans ces zones-là ou qui ont séjourné dans ces zones-là, ça vaut le coup de se faire dépister parce que c'est un virus qui cause des cancers du sang, donc des leucémies et des lymphomes, des cancers très sévères, très foudroyants. Et donc, ça vaut le coup, hein. Je compte d'ailleurs contacter des collègues gynécos qui sont au Cameroun pour savoir si ça fait partie du suivi de la femme enceinte là-bas et sinon pourquoi. C'est une question intéressante, Miss. Vraiment, merci pour ta question. J'approfondirai le sujet. Là, j'ai pas eu le temps parce qu'avec le travail en semaine, j'ai pas eu vraiment le temps voilà, de me renseigner sur comment ça se passe dans ces zones endémiques-là. Mais c'est vrai qu'en France, non, c'est quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler. Voilà, mais ça vaut le coup de se pencher dessus, effectivement. Alors, question de Sosten qui écrit depuis l'Allemagne. Est-ce que tu peux faire un dossier sur comment réduire les cancers, quelle hygiène de vie adopter et sur comment maintenir son poids? Alors ça, c'est une question qui est assez vaste. Franchement, si on veut vraiment rentrer dans les détails sur ces 2 points-là, on peut faire 2 jours à parler. Je vais essayer d'être brève et d'aller à l'essentiel. Donc, on va commencer par comment réduire les cancers. Ce qu'il faut savoir des cancers, c'est que la survenue des cancers est vraiment multifactorielle, hein. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent être intriqués. Il y a la génétique, hein. On sait qu'il y a des facteurs, il y a des cancers d'origine génétique. Il y a le mode de vie, comme tu l'as dit, l'alimentation, la pratique de l'activité physique, le stress, etc. Il y a les infections, même certaines infections qu'on contracte pendant la vie peuvent nous amener des cancers plus tard. Par exemple, le papillomavirus, hein, pour le cancer du col de l'utérus, les hépatites B et C, les virus d'hépatite B et C pour les cancers du foie,
Helicobacter pylori, donc c'est une bactérie de l'estomac, pour les cancers de l'estomac, etc. Donc ça joue aussi. Il y a les médicaments, hein, certains médicaments comme par exemple le traitement hormonal substitutif de la ménopause. On sait que ça augmente le risque d'avoir un cancer du sein. Donc vraiment, l'apparition du cancer peut être multifactorielle. Alors après, ce qu'on sait quand même, c'est que 40% des cancers sont directement liés à notre mode de vie. Donc ça vaut vraiment le coup de se pencher un peu dessus si on veut minimiser ces risques d'avoir le cancer. Dans le mode de vie, il y a l'alimentation. Et là, franchement, je ne vais rien vous apprendre, hein. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de plats tout faits, les plats cuisinés là, avec beaucoup de conservateurs qui sont des perturbateurs endocriniens et qui ont un impact dans la survenue des cancers. Donc, mieux vaut faire ces aliments soi-même. Éviter le sucre parce que les cellules cancéreuses se développent de sucre. Donc, moins vous en consommez, mieux c'est. Dans l'alimentation, donc bien laver les fruits et légumes. Alors les fruits et légumes, pour le coup, ce sont des alliés dans la lutte contre le cancer parce que ce sont des aliments qui sont riches en antioxydants, hein. Quand on dit pour être en santé, manger 5 fruits et légumes par jour, c'est pas juste pour la publicité, c'est vraiment basé sur des études scientifiques. Le fait d'en manger tous les jours, ça réduit le risque de cancer, donc c'est vraiment vos alliés. Par contre, il faut bien les laver parce que d'autre part, c'est des aliments qui sont très riches en pesticides. Donc, il faut bien les laver avant de les consommer. Donc, voilà, autre aliment à éviter, la viande, et en particulier les viandes rouges. Donc, ça, c'est des aliments qui, selon plusieurs études, accroissent, je ne sais pas si ça se dit, ça, en tout cas, augmentent le risque de survenue de cancer. Donc, ça, c'est pour l'alimentation. De l'autre côté, pratiquer de l'activité physique, ça, c'est bien aussi, si on veut minimiser ces risques de cancer. Le stress, vraiment, c'est un facteur aussi à gérer, hein. Si vous êtes de nature à être anxieux tout le temps, franchement, il faut consulter parce qu'il existe une prise en charge pour ça. Donc voilà, grosso modo, je pense que vraiment au niveau de l'hygiène de vie, vous savez ce qu'il faut faire, hein. Il faut juste maintenant la motivation de le faire, mais en général, on sait tous ce qu'il faut faire, on sait tous comment il faut manger. Mais voilà, maintenant, il faut mettre en pratique. Alors, maintenant, l'autre question, c'était comment maintenir son poids. Ça, c'est le nerf de la guerre. C'est très simple en fait. Pour maintenir son poids, il n'y a pas de magie. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre poids, c'est le résultat de la balance calorique, la balance énergétique. J'en avais déjà parlé sur cette chaîne C'était la vidéo que j'avais fait sur le diabète, sur la deuxième partie du diabète. Je vais y revenir brièvement. Alors, donc, comme je disais, le poids, c'est le résultat de notre balance calorique. C'est-à-dire quoi? Notre organisme a besoin d'énergie pour fonctionner. Et cette énergie-là est exprimée en calories et cette énergie-là est apportée par les aliments. Donc, d'un côté de la balance calorique, on a les apports d'énergie, c'est les aliments. Et de l'autre côté, on a les dépenses d'énergie. Les dépenses d'énergie, c'est le métabolisme de base, hein. Donc, rien que le fait de fonctionner, rien que le fait d'être en vie, ça consomme de l'énergie, hein. Le cœur qui bat, il consomme de l'énergie. La digestion, ça consomme de l'énergie. La respiration, ça consomme de l'énergie. Ça, c'est le métabolisme de base. Et on a tous des métabolismes différents, hein. Il y a des gens, par exemple, qui mangent comme pas possible. Ils mangent 3 plats au lieu d'un seul, mais ils sont tout fins comme ça parce qu'ils ont un métabolisme de base qui leur permet de dépenser assez de calories. Donc voilà, le métabolisme de base, c'est un premier poste de dépense. Deuxième poste de dépense, c'est l'activité physique, hein, le fait de bouger, le fait de faire du sport, ça dépense de l'énergie. Et un autre moyen de dépenser de l'énergie, c'est le jeûne, hein, le fait de jeûner. Quand vous jeûnez, vous n'apportez pas d'énergie à l'organisme et donc vous obligez votre organisme à aller piocher dans les réserves. Donc ça dépense aussi de l'énergie que vous avez accumulée. Et donc si vous voulez perdre du poids, c'est aussi un moyen de perdre du poids, hein, le fameux jeûne intermittent. Vous avez peut-être entendu parler. Et donc, le résultat de votre poids, en fait, c'est le résultat de l'équilibre de cette balance. C'est-à-dire que si vous apportez plus de calories que vous n'en dépensez, eh bien, vous allez prendre du poids. Si vous dépensez plus de calories que vous n'en apportez, vous allez perdre du poids. Et si vous apportez autant que vous ne dépensez, vous allez avoir un poids stable. Donc voilà, vraiment, il n'y a pas de magie. Et c'est vraiment, c'est pour ça que souvent, quand les patients ont du mal à perdre du poids, je conseille vraiment de voir un spécialiste, un diététicien, parce qu'il va vraiment adapter votre programme minceur, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça, à votre situation, parce qu'on n'a pas le même métabolisme, on n'a pas les mêmes modes de vie, etc.
Voilà. Et bon, chose importante quand même, pour ceux qui veulent perdre du poids et qui n'arrivent pas, ça vaut le coup de faire quand même un bilan médical parce qu'il y a des pathologies qui peuvent faire prendre du poids, hein, des pathologies de la thyroïde par exemple, assez fréquentes, l'hypothyroïdie. Certains médicaments aussi que vous prenez peut-être pour une autre maladie peuvent vous faire prendre du poids. Donc ça, voilà, faire un peu le point sur ce plan-là déjà, ça permet d'éliminer toute cause médicale à votre prise de poids. Parfois même, c'est une cause psychologique, hein. Quand on veut perdre du poids, il faut aussi savoir pourquoi est-ce qu'on veut perdre du poids, pourquoi est-ce qu'on a pris. Parce que parfois, il suffit juste de travailler sur la cause pour avoir la solution. Donc vraiment, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de formule universelle si on veut perdre du poids ou maintenir son poids. C'est vraiment une question d'équilibre équilibre de cette balance-là. Et si vous n'arrivez pas tout seul, vraiment, je vous conseille de vous faire aider. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Sostène. Alors, question de Sarah qui m'écrit depuis la Cologne. Quoi manger lorsqu'on prend les antibiotiques comme Pilera et éviter de contaminer son entourage? Alors, Pilera, c'est un médicament, enfin, c'est un groupe d'antibiotiques dans un seul comprimé qu'on prend pour éradiquer Helicobacter pylori. Donc, c'est une bactérie qui se retrouve dans l'estomac. En général, c'est une bactérie qu'on contracte dans l'enfance. La transmission se fait de façon orale, hein, c'est-à-dire la salive, les vomissements, les régurgitations, voilà, ça se transmet comme ça. Et donc, c'est une bactérie qui va arriver dans l'estomac, qui va coloniser l'estomac, qui peut rester pendant longtemps asymptomatique. Et à un moment donné, va commencer à donner des gastrites, voire des ulcères gastriques. Et à long terme, même, ça peut donner des cancers si ce n'est pas pris en charge. Donc voilà, si vous avez des maux d'estomac qui persistent depuis un moment et que vous ne voyez pas de facteur évident qui peut vous donner ces maux d'estomac-là, il faut vous faire dépister. Alors, qu'est-ce qu'il faut manger lorsqu'on prend des antibiotiques comme Pilera? Bon, il n'y a pas de régime alimentaire particulier, hein. C'est comme tous les médicaments, comme tous les antibiotiques. Il ne faut pas prendre de l'alcool, par exemple. Alors, le pamplemousse, on n'en parle pas souvent, mais le pamplemousse, c'est un médicament qui est inducteur enzymatique et qui peut modifier l'absorption de beaucoup de médicaments. Donc, de façon générale, quand vous prenez des médicaments, évitez de prendre le pamplemousse. Sinon, voilà, si vous prenez du Pilera, c'est que vous avez probablement une gastrite. Donc, vous avez la muqueuse de l'estomac qui est enflammée. Donc, bien évidemment, évitez les aliments acides, épicés, tous les aliments qui peuvent irriter, quoi. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas de régime particulier à prendre. Et pour éviter de contaminer l'entourage, comme j'ai dit, la transmission, c'est par voie, c'est le contenu gastrique, hein. Donc, si vous avez des régurgitations ou si vous vomissez et que quelqu'un d'autre touche avec les mains et qui porte à la bouche, il se contamine de cette façon-là. Donc, voilà. Autre question, donc question de Innocent qui écrit depuis la Suède. Que penses-tu de ceux qui boivent leur urine pour la santé et que penses-tu du jeûne intermittent? Bon, le jeûne intermittent, j'en ai parlé, hein, donc c'est une méthode pour perdre du poids, ça fonctionne. Enfin, ce n'est pas la seule méthode, hein, mais c'est pas mauvais, hein, c'est pas mauvais. Et boire l'urine pour sa santé. C'est vrai que c'est des choses qu'on voit beaucoup circuler sur Internet. Franchement, je n'ai retrouvé aucune étude qui montre vraiment de façon scientifique que l'urine a un impact bénéfique sur la santé. Et en particulier, souvent on dit que c'est pour prévenir les cancers. Il n'y a aucune étude scientifique qui le montre. Alors, après, ce n'est pas parce qu'il n'y a aucune étude scientifique que voilà, que c'est, il y a pas des études de scientifiques pour tout. Mais en ce qui me concerne, moi, je ne vais pas boire mon urine tout simplement parce que l'urine, en fait, c'est un concentré de déchets de l'organisme. C'est-à-dire que le rôle des reins, vous savez, c'est de filtrer le sang, de récupérer tous les déchets et d'éliminer tous ces déchets-là via les urines. Donc, pour moi, boire les urines revient à boire ces déchets. Et non, quoi. Pour moi, en tout cas, je ne boirai pas mes urines. Si vous voulez éviter les cancers, éviter les maladies, franchement, il y a des méthodes plus simples, quoi. Donc, pour moi, c'est non. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Innocent. Alors, donc, une autre question de IA, c'était ça le pseudo, IA, qui posait une question par rapport à un de ses proches qui est dialysé 3 fois par semaine. Les bilans biologiques sont très bien et il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on maintient la dialyse 3 fois par semaine, pourquoi est-ce qu'on n'espace pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on arrive au stade de dialyse, donc les patients qui sont dialysés, c'est les patients qui ont une insuffisance rénale terminale. C'est-à-dire, c'est bien, hein, les questions là s'enchaînent. Franchement, ce n'est pas fait exprès, mais je réponds à une question et je me sers de ça pour répondre à l'autre question, c'est top.
Donc, je parlais tout à l'heure donc du rein qui filtre les déchets de l'organisme. Eh bien, lorsqu'on dialyse une personne, ça veut dire qu'en fait, ses reins ne fonctionnent plus. C'est-à-dire que ses reins ne sont plus capables d'éliminer les déchets de l'organisme. Et donc, si les déchets s'accumulent, bah, c'est la mort tout simplement au bout de quelques jours. Et donc, la dialyse, c'est un rein artificiel, en fait, tout simplement, qui va donc permettre de jouer le rôle du rein qui ne joue plus son rôle. Et effectivement, en général, dans la plupart des cas, c'est 3 fois par semaine les séances de dialyse. Ça arrive dans certains cas qu'on adapte les séances en fonction du poids ou en fonction de la fonction rénale résiduelle. Mais dans la majorité des cas, quand même, moi, en tout cas, tous mes patients qui sont dialysés, c'est 3 fois par semaine. Et si les examens sont bons, c'est justement parce que la dialyse fonctionne. Donc, si on arrête la dialyse ou si on diminue les séances, eh bien, les déchets vont s'accumuler plus rapidement et voilà, et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, si votre médecin, si votre néphrologue a décidé de maintenir les dialyses à 3 fois par semaine, c'est que votre proche en a besoin et donc, moi, ça ne me surprend pas du tout. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Alors, question de Hamid qui m'écrit depuis le Tchad. Ça fait plaisir, hein, vraiment, de savoir qu'on m'écoute d'un peu partout. Ça fait vraiment plaisir. Alors, qui se posait la question de, voilà, alors donc de l'incontinence urinaire. Il a une incontinence urinaire lorsqu'il boit des boissons gazeuses, notamment le Red Bull. Donc, ça lui donne envie de faire pipi tout de suite et il n'arrive pas à se retenir. Alors, mon cher ami, je pense que tu as tout simplement une intolérance aux boissons gazeuses. C'est comme il y a des gens, ils mangent du chocolat, ils ont mal à la tête. Il y a des gens qui ne tolèrent pas tel ou tel aliment. C'est pas quelque chose de courant. Moi, j'en ai jamais entendu parler, j'en ai jamais vu. De principe, je te conseillerais quand même de voir un neurologue pour voir avec lui s'il y a des examens complémentaires à faire par rapport à ça. Mais moi, je pense que c'est juste une intolérance, puisque quand tu ne consommes pas ces boissons gazeuses, si j'ai bien compris, tu n'as pas ce problème-là pour uriner. Moi, je pense que ces boissons, en fait, ont surtout un effet diurétique chez toi, c'est-à-dire que ça te donne envie d'uriner. Et donc, ce que tu disais, c'est que quand tu arrives, quand tu es sur le point d'aller uriner, tu n'arrives pas à te retenir. Alors, est-ce que c'est parce que tu n'arrives pas à te retenir parce que tu es justement déjà près des toilettes? Auquel cas, ça arrive un peu à tout le monde, je crois, hein. Vous pouvez avoir envie de faire pipi, vous êtes au supermarché, vous faites vos courses normalement, mais dès que vous arrivez à la maison, le cerveau, il sait que les toilettes sont là, vous n'arrivez plus à vous retenir. Donc ça, voilà, ça, c'est pas grave du tout. Mais par contre, si tu as une incontinence urinaire au quotidien, ça vaut le coup d'aller voir un médecin urologue pour faire des examens complémentaires. Donc voilà. Mais sinon, en ce qui concerne les boissons gazeuses, moi, je pense que ça a juste un effet diurétique chez toi, que tu as une intolérance et qu'il faut les arrêter tout simplement. Ce serait d'ailleurs très bien pour ta santé. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Sinon, voilà, si vous avez d'autres questions, si vous voulez rebondir sur mes réponses, n'hésitez pas dans les commentaires, hein, avec plaisir. Alors, question de Parole de Vie qui me demande de faire un dossier sur le régime alimentaire. Quel est le meilleur régime alimentaire à adopter? Bon, ça, bon, j'en ai un peu parlé. On a parlé de l'alimentation. En termes de régime alimentaire, hmm, c'est un peu, en fait, je ne sais pas par où attaquer la réponse parce que c'est très vaste. C'est des sujets, franchement, qui peuvent faire l'objet de vidéos entières parce que, bon, il y a le régime alimentaire théorique, mais après, le régime alimentaire est adapté en fonction de chacun. De façon théorique, il y a ce qu'on appelle la règle des 1 tiers, hein. Vous avez peut-être entendu parler, c'est-à-dire que dans votre assiette, vous devez avoir 1 tiers de légumes, 1 tiers de féculents et 1 tiers de protéines. Voilà. Donc, dans l'alimentation, on doit trouver des féculents, des protéines, des légumes. Et bon, on ne parle pas de gras parce qu'en général, on cuisine toujours avec un peu d'huile. Donc, on a toujours un minimum de gras qu'il nous faut, hein. Le gras, c'est pas mauvais, hein. Notre organisme a besoin d'un peu de gras pour fonctionner. Mais voilà, mais sinon, les féculents, vous savez, c'est du sucre, hein. Les féculents, c'est des sucres lents. C'est mieux que les sucres rapides, bonbons, chocolat, etc. Donc, si dans votre assiette, vous avez ces éléments-là, vous avez un régime alimentaire équilibré, tout simplement. Voilà. Après, les régimes en fonction de votre cas peuvent être adaptés en fonction de si vous avez des pathologies, etc. Mais globalement, un régime alimentaire équilibré, c'est ça. On doit retrouver ça dans votre assiette. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, les fruits et légumes, franchement, pour l'apport de vitamines et pour le bien que ça fait à l'organisme comme antioxydant, c'est vraiment très bien.
Alors, donc, une autre question. Alors là, j'avais pas le nom, mais la personne demandait quel examen il faut demander dans la routine médicale. Donc, quand vous allez voir votre médecin, vous lui demandez un examen. Alors, il y a des examens classiques qu'on fait toujours parce que c'est des, voilà, parce qu'on recherche des pathologies très fréquentes. Il y a des examens qu'on va adapter aux patients, bien évidemment. Alors, dans les examens de routine, bah, ça peut être un bon sujet d'ailleurs, ça, pour une prochaine vidéo, peut-être. Voilà, décrypter ensemble une biologie, vous montrer comment interpréter vos biologies, c'est facile. Alors, dans les examens qu'on fait régulièrement, il y a déjà la numération formule sanguine, la NFS, donc c'est pour voir les cellules du sang, globules blancs, globules rouges, plaquettes. Donc ça déjà, ça nous apporte une mine d'informations sur votre santé. Il y a le ionogramme sanguin. Le ionogramme sanguin, c'est le sodium qui va nous renseigner sur l'état d'hydratation et le potassium qui doit être dans les normes aussi parce que c'est pas bon pour... S'il n'y en a pas assez ou s'il y en a trop, c'est pas bon pour le cœur, ça peut entraîner des troubles du rythme. Donc ça, c'est des choses qu'on vérifie fréquemment. On va regarder la créatinine et le débit de filtration rénale. Donc créatinine et DFG, ça c'est pour étudier le rein. On va demander le sucre, bien évidemment, pour voir s'il n'y a pas de diabète, le cholestérol, facteur de risque de maladie cardiovasculaire. On va regarder la TSH, donc ça c'est pour voir s'il n'y a pas de problème thyroïdien parce que c'est des problèmes qui sont fréquents aussi. La ferritine, donc ça c'est pour voir s'il n'y a pas de fer, s'il n'y a pas de carence en fer, pardon, fréquent aussi, surtout chez les femmes. On va doser aussi les hormones hépatiques, donc ce qu'on appelle les transaminases, qui nous permettent de savoir s'il y a un problème au niveau du foie. Qu'est-ce qu'on fait encore de façon classique? Je pense que globalement, c'est ça. Après, on peut, comme j'ai dit, en fonction du patient, de ses antécédents, de si jamais il a un problème en particulier sur le moment, il y a plein d'autres examens qu'on peut faire. Mais les examens de routine, c'est ça. Voilà. Voilà, donc j'arrive au bout des questions. Donc, comme j'ai dit, hein, on est jeudi quand j'enregistre la vidéo. Donc, s'il y a des questions qui viennent après, je répondrai directement dans les commentaires dès que possible. Voilà pour cette petite session de réponse aux questions. J'espère avoir satisfait vos inquiétudes, votre curiosité. S'il y a des questions qui subsistent, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, même si je ne réponds pas tout de suite, je réponds, je vous lis tous. Franchement, je vous lis tous et je vous réponds dès que possible. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. D'ici là, prenez soin de vous, à votre santé.